Liberté, égalité, fraternité, la devise républicaine a fait l'objet d'une analyse serrée cette semaine sur les nouveaux chemins, analyse qui serait incomplète sans un quatrième terme que nous vous proposons d'ajouter aujourd'hui, la laïcité. Pour en parler avec nous, j'ai le grand plaisir d'accueillir la professeure de théorie politique à l'Université de Londres, auteure de Français, encore un effort pour être républicain, publié au Seuil, Cécile Laborde. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour au public lillois, venu nombreux pour assister à cette rencontre dans le Palais des Beaux-Arts où se tiennent les rencontres annuelles du festival Cité Philo, des rencontres exceptionnelles à tous égards et qui donnent la parole aux meilleurs des philosophes contemporains, conviés à réfléchir chaque année autour d'un thème. Cette année, la République et l'universel, ça fait 2, et c'est avec joie que nous nous sommes associés, comme chaque année donc, à cette programmation. Je viens offrir de grandes idées. On les écoutera, elles seront réfléchies. Si toutes ne plaisent pas, au moins en restera-t-il quelques-unes. J'aurai contribué en quelque chose au progrès des Lumières et j'en serai content. Je ne le cache point, c'est avec peine que je vois la lenteur avec laquelle nous tâchons d'arriver au but. C'est avec inquiétude que je sens que nous sommes à la veille de le manquer encore une fois. Croit-on que ce but sera atteint quand on nous aura donné des lois? Qu'on ne l'imagine pas. Que ferions-nous des lois sans religion? Il nous faut un culte, et un culte fait pour le caractère d'un républicain, bien éloigné de jamais pouvoir reprendre celui de Rome. Dans un siècle où nous sommes aussi convaincus que la religion doit être appuyée sur la morale, et non pas la morale sur la religion, il faut une religion qui aille aux mœurs, qui en soit comme le développement, comme la suite nécessaire, et qui puisse, en élevant l'âme, la tenir perpétuellement à la hauteur de cette liberté précieuse dont elle fait aujourd'hui son unique idole. Si malheureusement pour lui le français s'ensevelissait encore dans les ténèbres du christianisme, d'un côté l'orgueil, la tyrannie, le despotisme des prêtres vissent toujours renaissant dans cette horde impure, de l'autre la bassesse, les petites vues, les platitudes des dogmes et des mystères de cette indigne et fabuleuse religion, en émoussant la fierté de l'âme républicaine, l'aurait bientôt ramené sous le joug que son énergie vient de briser. Cécile Laborde, je suis très heureuse de vous accueillir à ce micro et de vous donner l'occasion de parler de ce livre, sorti il y a quelques années au Seuil, parce qu'on y trouve une réflexion finalement assez originale, en France en tout cas, puisque votre formation fait que vous connaissez aussi bien la philosophie qu'on l'appelle continentale française que la philosophie plus analytique, en tout cas américaine, et vous parvenez à naviguer entre les deux pour proposer une réflexion vraiment originale et très pertinente, je trouve, sur la laïcité. Nous venons d'entendre un texte de Sade, difficile de ne pas y penser quand on lit le titre de votre livre, Français, encore en effort pour être républicain. Le texte de Sade qu'on trouve inséré, ce pamphlet qu'on trouve inséré dans La philosophie dans le boudoir, s'appelle, lui, Français, encore en effort si vous voulez être républicain. Et vous, c'est pour être républicain. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? C'est une manière de vous démarquer de Sade ou de lui rendre hommage? Alors la raison pour laquelle le titre est plus court est simplement que le titre plus long ne rentrait pas sur la page de couverture du Seuil. Mais sinon, effectivement, la phrase de Sade m'a inspirée parce qu'il me semblait que c'était un bon slogan. Cela dit, je me démarque de ce que dit Sade sur pas mal de points. Donc, pour reprendre ce texte que je redécouvre après plusieurs années à l'instant, il y a trois choses qu'il dit, et je vais en reprendre deux. La première chose qu'il dit, c'est qu'il y a des idéaux républicains. La deuxième chose qu'il dit, c'est que ces idéaux, on a la question de comment les mettre en pratique, la réalisation. La question proprement politique et institutionnelle de la mise en pratique d'idéaux assez abstraits. Et le troisième problème qu'il soulève, c'est le problème fondamental dans l'émergence du républicanisme français, c'est celui des relations entre républicanisme et religion. Évidemment, il écrit dans un contexte qui est pré-laïque, donc ce qu'il dit sur les liens entre la religion civile, le catholicisme et la République ont, à mon sens, été dépassés par la laïcité à partir de la fin du XIXe siècle. Donc moi je m'intéresse à la laïcité moderne et non la laïcité telle qu'on pouvait la concevoir à la fin du XVIIIe siècle.
Pour reprendre peut-être la problématique générale du livre, puisque le titre n'est qu'une accroche, hein, le titre de mon livre en anglais est différent, c'est le républicanisme critique. Donc oui, parce que ce livre en version française n'est qu'une partie de votre livre écrit originalement en langue anglaise. Mais il possède quand même l'avantage d'avoir le titre même de républicain. Et donc, vous, c'était républicanisme critique. Est-ce qu'on peut quand même définir ce que vous entendez ici par le républicanisme ? Alors, en général, ce qui m'intéresse dans la pensée républicaine, c'est que c'est une pensée de la citoyenneté et qui lie ensemble les trois idéaux de la devise française, liberté, égalité, fraternité, et dans une conception de la citoyenneté qui est une conception laïque de la citoyenneté. Donc je conçois la laïcité non pas comme une doctrine étroite du management du religieux par l'État, mais une philosophie public beaucoup plus large qui reprend à son compte les trois idéaux de liberté, égalité, fraternité. Alors pourquoi ce titre et pourquoi faut-il être critique ? Il y a deux thématiques qui m'intéressent. Donc et c'est vraiment la même question de laquelle part Sade, c'est-à-dire on a ces principes auxquels nous tenons, liberté, égalité, fraternité, comment les réaliser ? C'est vraiment la question. Et j'essaie dans le livre de montrer à la fois que pour réaliser les principes abstraits du républicanisme, il faut faire aussi de la théorie sociale, c'est-à-dire il suffit pas d'appliquer des principes décontextualisés ou abstraits à une réalité sociale, et d'autre part qu'il faut mettre en questionner le contexte culturel et parfois national dans lequel les principes universels s'inscrivent. Donc il y a deux idées que je voudrais évoquer pour cadrer un peu les questions. Le premier, c'est les relations entre les principes et les valeurs, ou les principes universels, disons, et les cultures particulières, ou la culture particulière française. Et le deuxième problème, c'est l'articulation entre les principes et les réalités sociales. Donc sur le premier point, pourquoi il me semble qu'on pourrait être plus républicain qu'on ne l'est ? Il me semble qu'il y a une confusion qui s'est aggravée dans les dernières années entre des principes universels, d'une part, l'égalité entre les hommes et la femme, la neutralité religieuse de l'État, le principe des droits de l'homme, ça c'est des principes universels qui sont des principes républicains valables, valides dans le monde entier. Et d'autre part, leur inscription dans des cultures particulières, qui peuvent être des cultures britanniques, des cultures françaises, des cultures de différents types, des cultures nationales, et qui font que on en vient parfois à confondre ce qui relève de l'universel et ce qui relève du culturel, disons. Et ça, c'est assez frappant, me semble-t-il, à pas mal de débats français où on a tendance à assimiler le républicanisme universel à la culture franco-française. Donc on a tendance à dire qu'on ne peut pas être vraiment républicain si on n'a pas des choix alimentaires ou des choix vestimentaires ou des choix de religion ou des choix de sexualité qui se conforment au modèle, disons, dominant de la société majoritaire. Donc ce qui m'inquiète un peu, la raison pour laquelle il me semble que le républicanisme a un peu perdu sa boussole, c'est qu'il devient une sorte de communautarisme national, une sorte de nationalisme culturel, et ça me paraît être dommage pour le républicanisme. Parce que en France, en France, ouais, parce que ça ne devient qu'une idéologie relativiste à ce moment-là, qui ne parle plus à l'universel. Donc c'est la première chose qui m'interpelle, disons, et à laquelle je voulais répondre dans le livre. Le deuxième thème de réflexion, c'est la relation entre le principe général, le principe abstrait, l'égalité, la liberté, la fraternité, et les réalités sociales, dans lesquelles on applique ces principes. Et comme tous les marxistes le savent, quand on applique des principes abstraits universels à une société qui est elle-même très inégalitaire ou divisée par des divisions de classe, des divisions de genre profondes, l'application décontextualisée de principes abstraits ne fait que renforcer et aggraver ces différences. Et il y a plusieurs aspects de ce phénomène dans l'application de la pensée républicaine en France que je discute dans le livre, et je peux m'y étendre si vous souhaitez. Mais alors, donc, si on s'intéresse particulièrement à l'articulation entre, disons, d'un côté des normes abstraites, même des principes, des valeurs, les trois termes ne sont pas identiques, mais les trois rencontrent le même problème, on peut leur faire le même procès d'abstraction, et des faits sociaux. Puisqu'en réalité, c'est ça, vous essayez de tenir le juste milieu entre ces deux extrêmes-là. Comment peut-on proposer, dans une forme de réflexion, qui prenne en compte à la fois la validité d'un principe abstrait, on va retenir le terme de principe, et des faits sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une telle diversité d'application de ces principes-là que c'est difficile de ne pas devenir sceptique en se disant mais ce n'est qu'un idéal. La liberté, la fraternité, l'égalité et même la laïcité ne sont que des idéaux vers lesquels nous ne pouvons que tendre au mieux, puisque la vie politique est telle que de toute façon on ne peut pas les appliquer réellement. Comment est-ce que vous défaites ce problème-là ?
Non, c'est la question essentielle du livre et c'est le problème méthodologique à laquelle j'essaye de réfléchir. Et une des notions qui m'intéresse, c'est précisément la notion de non-domination. Parce qu'elle est moins abstraite. De non-domination. De non-domination. Donc j'essaie de réinterpréter les 3 idéaux du républicanisme français, liberté, égalité, fraternité, à la lumière d'un idéal républicain qui a été conçu dans un autre espace culturel, en l'occurrence en Amérique du Nord, en Irlande et en Australie, par un philosophe d'origine irlandaise qui s'appelle Philip Pettit et qui enseigne à l'université de Princeton. Et lui reconstruit l'héritage républicain en disant la République, ce n'est pas la liberté positive, ce n'est pas la liberté simplement négative, c'est le fait de ne pas être dominé. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de non-domination. Et j'essaie d'interpréter ce principe dans le livre de sorte que ils nous permettent de faire le lien entre les principes abstraits et la critique sociale, des dominations concrètes. Alors prenons un exemple. Je signale juste que Philippe Petit, dont vous parlez, nous l'avons reçu Nouveau Chemin mardi dernier, donc je renvoie à cette émission avec Philippe Petit, mais tout le monde n'a pas entendu cette émission. Donc comment est-ce que vous procédez dans les pas de Philippe Petit? Comment fait-on pour ancrer de manière vraiment concrète ce concept de non-domination dans la réalité sociale, culturelle, aussi diverse soit-elle? Alors, je vais prendre un des exemples que j'utilise dans le livre. Donc, c'est une réflexion sur la liberté. Donc, il y a 3 chapitres dans le livre, et un des chapitres, c'est sur l'idée de liberté. La laïcité, pour moi, il y a 3 questions différentes. La première question, c'est la question de l'émancipation. Est-ce que c'est le but de l'éducation de d'émanciper les jeunes, de leur culture, de leur religion, etc. La deuxième question, c'est la question de l'égalité. Est-ce que la sphère publique doit être neutre pour assurer l'égalité? Et la troisième question, c'est la question de la fraternité. Est-ce que l'expression des différences publiques met à mal l'identité nationale? Donc ça, c'est les 3 questions. Pour moi, elles sont très distinctes. Donc l'avantage de la philosophie analytique, c'est qu'elle permet de décomposer les problèmes, de les différencier. Donc si je me concentre pour l'instant simplement sur la première, qui est la question de la liberté. Donc qu'est-ce qu'être libre? Donc là, et là, je m'inspire de Petit pour commencer la réflexion. Donc Philippe Petit dit, il reprend les analyses classiques du texte fondateur sur la liberté dans la période de l'après-guerre, le texte d'Isaiah Berlin, Isaiah Berlin, je dis en français. Isaiah Berlin. Merci. Berlin dit, il y a 2 formes de liberté. Il y a la liberté négative et la liberté positive. La liberté négative, c'est le fait d'être laissé, c'est le fait pour l'État de ne pas interférer dans ce que vous faites, de vous laisser libre de faire vos choix de vie, de vivre votre vie telle que vous l'entendez. Ça, c'est la liberté négative. Vous êtes libre si vous n'êtes pas contraint. Exactement, l'absence de contrainte. La liberté positive, c'est par contre, on est libre que quand on réalise un idéal d'excellence de la vie bonne. Donc ça peut être l'homme vertueux, pour reprendre les idéaux plutôt aristotéliens ou de la Grèce ancienne ou de la Rome classique. Ça peut être la vertu, ça peut être le fait de vivre une vie d'autonomie rationnelle, par exemple, d'être émancipé de sa religion. C'est une forme de liberté positive, d'arriver à s'émanciper de ce qui nous tient dans la servitude de l'esprit, par exemple. Donc c'est les deux manières d'être libre dont Berlin parle. La deuxième, évidemment, étant beaucoup plus propice à l'intervention de l'État, puisqu'il faut aider les gens à être libres. Ils ne sont pas libres simplement par l'absence de contraintes. C'est le contexte de la guerre froide, et Berlin défend évidemment l'État libéral capitaliste contre les États communistes qui l'accusent d'encourager la liberté positive. Dans ce débat, Philippe Petit, donc plus tard, introduit un troisième larron, et c'est la liberté comme non-domination, qui est vraiment entre les deux. Donc ce n'est pas une forme de liberté positive, puisque Petit dit, et là il est d'accord avec les critiques libérales de la liberté positive, ce n'est pas à l'État de promouvoir un idéal positif de la vie bonne, puisque nous vivons dans une société pluraliste, il y a un désaccord raisonnable sur ce qu'est la vie bonne. Donc ce n'est pas le rôle de l'État de nous forcer à être libre. Mais par contre, Petit est aussi peu satisfait de l'option liberté négative simple, parce qu'il dit il y a des formes d'interférence qui ne sont pas arbitraires. Des formes d'interférence qui aident les individus à être maîtres d'eux-mêmes, ou du moins, je reformule, à ne pas avoir de maîtres, à ne pas être dominés par d'autres. Donc la troisième voie, c'est la liberté comme non-domination, qui, au lieu de forcer les personnes à être libres, et au lieu de les laisser seuls sans contrainte, essaie de comprendre en quoi
le pouvoir, s'il n'est pas arbitraire, peut aider les gens à trouver leur propre forme de liberté. Et donc, c'est-à-dire de penser aux articulations entre, d'un côté, les principes et la réalité, disons, des faits, mais aussi entre les individus, entre eux. C'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce concept de non-domination, qui rappelle d'ailleurs un peu, pour ceux qui connaissent un peu Foucault, c'est ce même type de raisonnement qui est de déceler des relations de pouvoir entre les individus, y compris dans les relations qui paraissent d'extérieur les plus égalitaires possibles. Exactement, et c'est précisément l'aspect de la pensée de Philippe Petit qui m'a paru la plus fertile et que j'ai voulu développer. Petit est beaucoup plus intéressé par le pouvoir de l'État que par les pouvoirs sociaux. Il en parle, mais il n'a pas beaucoup développé. Or, il me semble que dans notre perspective, qui est celle d'une théorie plus critique, au sens de la théorie sociale critique, influencée à la fois par Marx, par Weber ou par Foucault, qu'il y a toutes sortes de pouvoirs qui sont dans la société, pas seulement du pouvoir étatique, qui peuvent être des pouvoirs de domination. Et c'est une forme de domination qui s'exerce pas nécessairement par la contrainte ou la coercition, mais ça peut être par l'hégémonie, par l'internalisation des normes sociales, par l'indoctrination, par l'endoctrinement. Donc c'est des formes plus diffuses, plus subtiles de pouvoir social. Et la théorie de la non-domination, si on la comprend comme ça, pas simplement comme une théorie de ce que peut faire l'État, mais aussi plus généralement de comment on conçoit la société dans son ensemble, me paraît porter un éclairage important sur ces questions de qu'est-ce que c'est qu'être libre et en quoi la laïcité rend-elle libre. Et pour moi, c'est plutôt une laïcité de non-domination qu'une laïcité d'émancipation. Alors on va entendre un extrait tout de suite qui semble illustrer ce que vous êtes en train de dire sur l'importance de la théorie de la non-domination appliquée à la laïcité. Écoutez ce témoignage d'une jeune fille qui a été diffusée dans l'émission de France Culture Les Pieds sur Terre le 27 octobre dernier. Quand j'étais collégienne, en 6e, moi à ce moment-là, j'étais un petit peu pratiquante, je faisais mes prières. Et peu de temps après, j'ai voulu mettre un bandana sur la tête en guise de foulard. C'était pour moi une obligation sans l'être, c'est-à-dire quelque chose que Dieu l'a commandé, mais j'étais dans la liberté de le porter ou pas, quoi. Et puis donc la loi du 15 mars 2004, elle a été votée. C'est la loi qui interdit tous les signes ostentatoires à l'école. Donc je fais ma rentrée en 5e. Je franchis le portail et là, je trouve toute une équipe pédagogique qui m'attend de pied ferme. Donc il y avait le proviseur adjoint, un CPE, une prof et une surveillante. Alors commence un discours très solennel du proviseur, vraiment. Je comprenais d'ailleurs pas la moitié de ses mots. Il a cité plein d'articles de loi. Enfin, il m'a fait un petit rappel des valeurs de la République. De ce que c'est être citoyenne française. Il m'a parlé de l'égalité également, que les garçons ne portaient pas de couvre-chef et que pourtant les filles portent, que je ne devrais pas le porter. Enfin, il m'a fait la morale. J'ai été dans l'opposition parce que je trouvais ça injuste. Ce qui est marrant, c'est que la surveillante, c'était la seule qui était d'origine maghrébine comme moi, très gentille, très douce. Et moi, elle me disait, écoute, la religion, c'est dans le cœur. Ce que tu fais, tu crois que c'est bien, mais en fait, c'est pas bien. Elle m'a dit, écoute, si tu veux, je peux t'aider à le retirer. Elle commence à mettre sa main sur mon bandana. Alors là, j'ai vraiment pas supporté. Voir qu'on a interféré à ce point-là dans ce qui était pour moi très intime, ça me dérangeait beaucoup. C'est frappant de voir les termes employés par cette jeune fille, Cécile Laborde, qui semble vraiment, là, pour le coup, illustrer ce que vous disiez. On ne sait pas ce qu'est le pire, en réalité, que ce soit l'espèce de domination paternaliste des représentants de l'État qui pensent mieux savoir ce qu'il faut faire, ou celle qui, au contraire, se présente comme étant son égale, qui la comprend bien et qui, en la touchant, enfreint elle parle d'intimité et donc établit une forme de domination sur elle. Oui, tout à fait. C'est un témoignage qui est très, très intéressant et je crois très, très typique. Et je dois dire que dans le livre, je défends le républicanisme tout en étant très critique de la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Il me semble qu'il n'y a absolument aucune justification pour toutes sortes de raisons pour cette forme de domination, une forme de domination. Et on voit bien que cette jeune femme est une musulmane française libre. Et elle parle avec cette liberté, et elle a très bien compris et conceptualisé ce qui lui arrivait. Et je pense que de dire que c'est une fille soumise ou qu'on doit libérer de l'emprise d'un patriarcat, c'est faire toutes sortes d'hypothèses et de spéculations qui là pour le coup ne sont pas inscrites dans aucune
théorie, dans aucune réalité sociale. Alors au nom de quoi contestez-vous cette loi de 2004 qui interdit le port des signes religieux à l'école? Est-ce parce que justement c'est une intervention trop importante de l'État? Ou alors c'est parce qu'elle ne s'adresse qu'à un certain type de religion, pas à une autre? Alors, il y a 3 raisons différentes. Celle de la liberté, l'égalité, la fraternité. Puisqu'on était sur le thème de la liberté, il me semble que ce qui est absolument crucial dans une république, c'est l'éducation à l'autonomie. Je crois que tous les enfants, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, et tous les enfants d'où qu'ils viennent, doivent aller à l'école laïque. Je crois que l'école doit être laïque. C'est le but de l'inclusion républicaine dans une sphère publique qui accueille tous les enfants. Mais il faut qu'elle accueille les enfants comme ils sont. Et le but de l'éducation, un des buts, c'est l'apprentissage de l'autonomie. C'est-à-dire que l'école nous a donné à tous les outils pour être autonome. Mais évidemment, le sens même d'un outil, c'est qu'on ne peut jamais être forcé à l'utiliser. Vous avez une boîte à outils. Vous avez toutes sortes de choses dans votre boîte à outils et vous décidez d'utiliser certaines choses ou pas. Moi, j'ai aucune envie dans tous les moments de ma vie d'être toujours complètement autonome et de me détacher de ma famille, de mon sens de mes obligations professionnelles, de ce que je crois faire partie de moi, de ma religion, de mes croyances éthiques. Ça fait partie de moi. Je veux pas être autonome en permanence par rapport à elle. Par contre, ce que je veux, je crois, ou du moins ce qu'on doit être en mesure d'offrir à tous, c'est la capacité d'autonomie. Et ensuite, chacun fait un choix de savoir dans sa vie comment utiliser cette capacité-là. Donc, c'est un peu comme ça que je résous le dilemme. Je dis que l'école, c'est un sanctuaire où on fait l'apprentissage de l'autonomie, mais on ne force pas les gens à être autonomes d'une manière particulière par rapport à une autre manière. Je crois que chacun définit les voies de sa propre liberté, et le refus de la religion n'est pas une forme d'autonomie supérieure à l'acceptance d'une vie de piété. Mais comment on enseigne l'autonomie ? Simplement par l'apprentissage des disciplines de l'école. C'est pas seulement dans les cours de philosophie qu'on apprend l'autonomie. Je crois que c'est simplement l'apprentissage de la vie en commun scolaire, l'apprentissage de la discipline scolaire, est en soi, en lui-même, un apprentissage de l'autonomie. Le fait de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un mode de vie, qu'il n'y a pas qu'une religion, qu'il n'y a pas qu'une culture, qu'il y a une pluralité de choix qui sont possibles dans le monde extérieur à l'école. Ça, en soi, c'est un apprentissage à l'autonomie, me semble-t-il. D'où l'importance de l'école publique ouverte à tous et laïque, hein, parce que c'est que dans ce type d'école-là que les enfants sont ensemble, qui peuvent se rendre compte de la diversité des modes de vie et des choix de vie qu'on peut légitimement faire, et d'apprendre que, in fine, ce sera leur choix à eux, ce sera leur manière à eux de choisir ce qu'ils veulent faire après. Et est-ce que là, on ne peut pas vous objecter de retomber dans une forme d'idéalisme, que la réalité à l'école notamment, mais aussi la réalité entre les élèves eux-mêmes, culturellement, socialement, économiquement, est bien différente et n'est pas propice à la formation d'une autonomie. Oui, c'est ce que je me disais aussi en relisant rapidement mon livre hier. C'est vrai que le chapitre sur l'autonomie, c'est vrai que la discussion philosophique sur l'éducation, elle a tendance à très très vite devenir abstraite et à idéaliser le lieu scolaire. Ça, c'est vrai. En même temps, il faut avoir des idéaux pour savoir ce qu'on cherche à faire. Donc, mais ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que la non-domination, dans le sens, sur ce thème de la liberté, elle ne se fait pas simplement à l'école. Donc, j'essaie aussi de montrer que il faut aussi donner une voix. Donc, j'ai toute une conception de ce que c'est qu'être libre dans sa communauté. Et c'est pas nécessairement d'en sortir, mais c'est d'avoir une voix. Donc c'est l'idée de voice et non pas l'idée de exit. Et ça me paraît assez compatible, encore une fois, avec l'idée de non-domination de petite. L'important, c'est pas de libérer les gens des formes de pouvoir ou de communauté auxquelles ils sont soumis, c'est de faire en sorte qu'ils aient les moyens de résister aux entreprises arbitraires d'emprise sur eux. Alors là, vous dites « il » au pluriel, mais ce que vous faites très bien dans votre livre, c'est de disséquer ce qu'on entend par ce « il » commun et de montrer que, en réalité, les différents individus, aussi les différentes communautés, les différentes religions présentes dans la collectivité ne sont pas du tout mises sur un pied d'égalité. Que le problème, selon vous, de la loi de 2004, c'est bien qu'elle présente comme une forme de neutralité objective, ce qui est en fait une manière peut-être de se dédouaner, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais qui trahit, en fait cette loi trahit le fait que les religions en France ne sont pas toutes considérées de la même façon, selon vous, Cécile Laborde. Donc c'est tout à fait, c'est les thèmes que je traite dans la partie sur l'égalité. Donc la question de départ, c'est en quoi la neutralité religieuse de l'État et des institutions publiques, en quoi ça garantit l'égalité. Il me semble que c'est un principe fondamental du républicanisme, de dire que
les croyants et les non-croyants sont traités de manière égale quand l'État est neutre. Donc pour moi, l'obligation de laïcité, elle incombe à l'État et pas aux individus. Donc c'est l'État qui doit être laïque pour que les individus n'aient pas à l'être dans leur quotidien. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour une sphère publique d'être neutre et d'être neutre sur le plan religieux. Et c'est vrai que c'est assez frappant, me semble-t-il, que la sphère publique française n'est pas aussi neutre que beaucoup de républicains parmi nous aient tendance à le penser. Donc, je donne certainement quelques exemples. Donc, l'État français est un des États qui subventionne les écoles privées beaucoup plus que des États comparables en Europe et ailleurs. Hein. Donc il y a tout un de point aveugle de la pensée républicaine qui ne parle que de l'école laïque sans montrer qu'il y a un niveau de soutien public à l'école qui peut être défendable. Je ne vais pas rentrer dans ce débat ici, c'est l'école publique et l'école privée, mais on parle de l'école comme s'il n'existait que des écoles publiques et laïques, alors que ce n'est pas le cas. Deuxième exemple, la France a quand même un système de concordat dans 3 de ses départements. L'Alsace-Moselle donc est soumise au système concordataire, donc avec un régime de culte reconnu pour les religions dont on ne parle jamais, alors que c'est quand même pour moi si on veut parler d'entente à la laïcité, c'est beaucoup plus important que le port d'un voile musulman dans les écoles. Troisièmement, et c'est le sujet qui me tient à cœur sur l'égalité, c'est le fait qu'on est dans une société qui historiquement est catholique, chrétienne. Donc on a un calendrier chrétien et catholique. Alors, c'est tellement partie de notre catholicisme sans christianité qu'on le remarque plus. Mais il me semble que ça a des effets assez importants sur l'égalité. Et je vais donner quelques exemples. C'est tout le débat sur les accommodements raisonnables. Il y a eu tout un mouvement en France depuis 10 ans pour vraiment contester le principe même de l'accommodement raisonnable sur le thème tout ce qui est statut spécial, tout ce qui donne un droit différent à X ou à Y, et par là même une brèche de l'égalité. Et c'est cette question qui m'intéresse. Il me semble que ce n'est pas le cas. Je suis expliquer pourquoi. Évidemment, si vous demandez une dérogation pour faire quelque chose à laquelle vous n'avez de toute façon pas droit, ce n'est pas une brèche de l'égalité. Donc une dérogation au principe d'égalité entre hommes et femmes, c'est sûr qu'elle est jamais acceptable. Dans ce cas-là, il y a une contradiction entre l'idée de neutralité de l'État et de laïcité et l'idée d'accommodement. En revanche, si on demande une dérogation à quelque chose qui n'est pas un principe fondamental, qui n'est pas un principe de droit de base, qui n'est pas un principe d'égalité entre hommes et femmes, si on demande une dérogation à quelque chose qui relève du culturel et non pas de l'universel. Exemple, une demande d'autorisation d'absence pour motif religieux. Il me semble que c'est une erreur de dire que c'est une demande de statut spécial. C'est une demande spéciale au nom de la liberté religieuse, parce que c'est un fait que dans nos sociétés, c'est très facile pour moi, par exemple si je suis catholique, de remplir mes obligations professionnelles toute la semaine sans problème et d'aller à l'église le dimanche. Donc je n'ai jamais de conflit entre être croyante et être citoyenne. Mais évidemment, si vous êtes juive ou si vous êtes musulmane, c'est beaucoup plus difficile pour vous d'être à la fois une bonne employée et une bonne croyante. Dans ce cas-là, de demander une autorisation d'absence pour aller célébrer Kippour ou Haïd, pour moi, ce n'est pas du statut spécial. C'est simplement un rétablissement de l'égalité. C'est-à-dire, vous demandez seulement de faire ce que les autres font, ce que la majorité fait par nature ou par culture, grâce à la culturalisation invisible des institutions communes. Donc on ne pourra jamais vraiment parler de laïcité tant que l'égalité entre les religions ne sera pas un fait. C'est aussi pour ça que je préfère le thème, encore une fois, de non-domination que d'égalité. Parce que l'égalité, c'est un principe très exigeant, qui paraît très absolutiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'assurer l'égalité parfaite. C'est clair que dans ces questions de congés religieux, etc., on va jamais y arriver. C'est pas le but non plus. L'idée, c'est la non-domination. L'important, c'est que si je suis une juive qui habite en France, évidemment, ma religion ne sera jamais traitée à égalité avec celle des catholiques, mais au moins, je veux pas être complètement dominée. Je veux pas que chaque fois que je demande une autorisation pour un congé, on me dise non, ça c'est un statut spécial, alors que je ne fais que demander simplement, voilà, d'être reconnu comme quelqu'un qui a des droits, non pas peut-être pas égaux, mais équivalents
à ceux de la majorité. Mais comment peut-on appliquer ça à l'échelle d'un État, justement, ou d'une nation? Parce que vous semblez dénoncer cette identification entre le républicanisme et la dimension culturelle de la nation et toute l'histoire qui fait que l'État français ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. On ne peut pas repartir à zéro et faire comme s'il n'y avait pas toute une histoire, c'est vrai, chrétienne, qui a abouti à la Constitution telle qu'on la connaît et cette conception erronée sans doute de la laïcité. Concrètement, puisque vous vous intéressez aux faits, comment peut-on, à partir de la situation actuelle, rétablir une forme de, non pas d'égalité, mais de non-domination dans les religions entre elles en France? Non, je crois qu'il faut simplement être plus humble et beaucoup plus concret et attaché à la complexité des situations et simplement prendre conscience que l'articulation entre l'universel et le particulier est plus compliquée qu'on ne le pense et un peu être humble sur résister à la tendance qu'on a tous à universaliser notre propre expérience. C'est-à-dire qu'on pense que si nous on fait comme ça, c'est comme ça que ça va se faire. Alors qu'en fait, je crois qu'il y a vraiment une différence à maintenir entre ce qui relève du principe, principe d'égalité, le principe de neutralité, et puis ce qui relève du culturel, c'est-à-dire les façons particulières dont les sociétés ont mis en œuvre ces principes. Donc c'est d'abord la non-domination, c'est aussi un principe assez pragmatique et assez humble en fait, mais qui cherche à combler ce fossé entre le principe et la réalité, qui donne des outils conceptuels pour essayer de le réduire, mais évidemment jamais de le fermer entièrement. Il y a une personne avec laquelle vous discutez dans votre ouvrage, c'est la sociologue Christine Delphi. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite, on y revient dans un instant. La loi sur le foulard, elle se place dans un moment. Moi, en même temps, il n'y a jamais eu autant de propagande contre le monde arabo-musulman, et aussi à un moment où la France a failli, c'est-à-dire où les Américains lui ont tapé sur les doigts en disant « Vous n'êtes pas un bon allié, car vous discutez des décisions que nous avons prises. » Du point de vue du gouvernement, il est très possible que la nécessité de se faire pardonner sa non-participation à la guerre d'Irak ait été un des facteurs. C'est-à-dire, bon, vous voyez, on n'est pas gentil non plus avec les musulmans. C'est-à-dire, il est très possible que l'interdiction du foulard ait été la petite guerre d'Irak de Chirac. C'est pas impossible du tout. C'est-à-dire qu'il ait montré sa bonne volonté à sévir contre les musulmans. À qui est-ce que cette loi s'applique? Elle s'applique non pas aux immigrés qui sont ex-colonisés, c'est-à-dire aux gens qui viennent d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie et qui ont été colonisés, elle s'applique à leurs enfants. Personnellement, je prends ceci comme cette mesure anti-foulard comme faisant partie des coups sur la tête que la France n'arrête pas de donner à cette population descendante d'immigrés. Qui prend la loi à partie et qui dit nous avons des droits dans la loi et nous voulons que ces droits soient appliqués, et la France leur rit au nez. Leur dit mais non, mais attendez, vous êtes des bougnoules, on vous a baptisé bougnoules et bougnoules vous resterez. Alors quand Christine Delphi dit que la loi contre le foulard, comme elle l'appelle, est c'est comme la petite guerre d'Irak de Chirac, quand elle identifie cette loi en réalité à une loi raciste, c'est quand même ce qui est présent dans ses propos, jusqu'où est-ce que vous la suivez, Cécile Laborde? Je dirais pas loi raciste, par contre je trouve qu'elle a entièrement raison de dire que c'est une loi qui s'applique non aux étrangers mais à nos enfants. Je crois que vraiment elle met son doigt sur quelque chose d'absolument frappant, qui est que on parle de ce qu'on appelait, alors il y a toute une évolution de la sémantique, mais c'était les jeunes des quartiers, des jeunes des banlieues, des immigrés de la deuxième génération, puis après la troisième génération. Maintenant, c'est des musulmans. C'est les mêmes. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce sont des Français, ce sont des gens qui sont nés ici, donc ce sont des gens qui font partie de nous. Ce sont des co-citoyens. Et je crois qu'elle entièrement. Mais ça, la loi ne le conteste pas. Non, tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Mais je crois que ce qu'elle fait, elle a aussi raison, c'est de resituer la loi dans un contexte plus vaste. Et elle a raison. Le dernier livre du président de la République a un paragraphe assez intéressant. Je sais pas s'il a. Vous l'avez lu? Je ne l'ai pas lu. J'en ai lu un paragraphe qui m'a paru vraiment triste. Et François Hollande écrit: la République se doit d'émanciper la femme voilée afin qu'elle devienne française. Et moi, je trouve ça vraiment choquant, surtout de la part d'un président de la République, de rejeter des gens qui sont français, qui l'ont toujours été, ils sont nés ici, de les déclarer qui sont hors de la communauté nationale.
Donc c'est vrai, la loi ne dit pas tout ça, mais il y a quand même tout un contexte sémantique autour de la loi qui fait qu'il y a vraiment une frontière entre eux et nous, où le nous est construit de manière, pour le coup, vraiment communautariste, c'est-à-dire que on met en doute ou on pose des questions sur l'appartenance nationale des musulmans, et ça me paraît une dérive qui remonte à loin, qui s'est aggravée, bon, en partie parce que la laïcité a été reprise par l'extrême droite, mais donc je crois que Christine Delphi a raison de souligner ces effets de langage qui sont malheureusement plus que des effets de langage. C'est-à-dire que la laïcité serait une espèce de terrain où s'affronteraient des contradictions qui la dépassent complètement. En l'occurrence, là, si c'est la petite guerre en Irak de Jacques Chirac, c'est l'État qui règle des comptes avec lui-même ou avec des adversaires réels mais qui ne sont pas français, dans ces lois qui font semblant d'établir une égalité, alors qu'en fait, elles sont que l'expression d'une rancœur ou d'une espèce de culpabilité. Oui, c'est difficile de maintenir les discussions sur la laïcité sur le plan philosophique. On le voit très vite dès qu'on commence à parler de ces questions-là, précisément parce que oui, ça devient un peu des cadres vides, des termes qui deviennent des slogans, qui sont un peu incantatoires, que tout le monde utilise pour régler ses propres comptes. Oui, on est obligé de le ramener à la réalité, sinon ça n'a pas tellement d'intérêt, sinon on fait des mathématiques. Et donc, sur le rôle même de l'État, c'est-à-dire quelle conclusion est-ce que vous tirez de ça? C'est que bon, il y a une manière, il faut arriver à accommoder d'un côté les idéaux, de l'autre la réalité pratique. La façon qu'a l'État français de le faire actuellement n'est pas pertinente dans la mesure où finalement les lois sur la laïcité semblent être une manière de régler des comptes qui dépasse complètement le cadre de la laïcité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on autorise toutes les religions à l'école, on abolit la loi contre les signes ostensibles de religion dans les écoles, et tout ira bien? Bon, je ne dis pas ça. Autoriser toutes les religions à l'école, donc moi je défends l'école publique laïque. Donc, ou les interdire toutes. Enfin, c'est l'école qui est laïque. L'école elle-même est laïque. Si elle enseigne le religieux, c'est simplement un enseignement du fait religieux. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'elle enseigne toutes les religions. Mais dans le cadre de l'étude de l'histoire ou de l'étude... Bon. L'école accueille tous les enfants, tels quels qu'ils soient. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire quand vous disiez l'école accueille toutes les religions. L'école publique accueille tous les enfants. Mais l'obligation de laïcité, elle échoue, elle incombe à l'institution elle-même. C'est elle qui doit être laïque. Donc les enseignants, l'institution elle-même, les élèves eux-mêmes n'ont pas d'obligation de laïcité. Parce que ça serait équivalent à dire vous devez en effet être athée. Or, dans une société démocratique, ce ne sont que les institutions qui doivent être laïques et non pas les citoyens. Quand une personne est dite libre, au sens de la liberté négative, cela signifie qu'elle n'est pas gênée dans les actions qu'elle entreprend. Elle ne subit pas de coercition ou d'obstruction intentionnelle. C'est-à-dire qu'elle jouit d'une absence d'interférence de ce type. Quand une personne se trouve dans une situation de non-domination, cela veut dire qu'elle n'a pas à souffrir d'interférences arbitraires dans ses actions. C'est-à-dire que les autres personnes ne sont pas en mesure d'influencer de la sorte ses actions. La contrainte dont elle est exempte ne renvoie pas à n'importe quel type d'interférence, mais seulement à l'interférence arbitraire. Et cette exemption n'implique pas simplement l'absence d'interférence, mais l'incapacité dans laquelle se trouvent les autres de la mettre en œuvre, soit, en d'autres termes, l'absence résiliente d'interférence. Cela revient à dire qu'une personne n'est dite libre que si elle est maîtresse d'elle-même, ce qui requiert au moins que personne ne puisse se poser en maître par rapport à elle. T'as envoyé combien de CV? 108 exactement, sur 4 mois. C'est vrai. Peut-être qu'il faut revoir ton CV, non? Tu t'y es peut-être même pris. Ouais, peut-être, ouais. Mais pourquoi c'est aussi le cas de tous les Noirs et les Arabes de la classe? Et surtout d'eux. On s'y est tous mal pris. Écoute Ali, je sais que c'est pas facile. C'est bon là comme ça? Ça va? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Continue, tu peux toujours envoyer tous les CV que tu veux. Et bon courage. Déjà, laisse tomber, quand tu t'appelles Rachida, l'ordinateur, il te laisse souligner en rouge. Il connaît pas. Tu vas passer toute ta vie à répéter c'est des bâtards, c'est des racistes? Qu'est-ce que tu fais d'autre?
Si tu penses que les recruteurs c'est des racistes, tu leur envoies quand même ton CV. Parce que si c'est des racistes, comme tu dis, c'est à eux de te discriminer. C'est pas à toi de le faire à leur place. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton CV, moi. Regarde. Tu sors, Yves. Bien sûr que je me barre. Écoute, moi aussi, les discriminations, j'ai connu. Sauf qu'avant, c'était plus direct. Ça sera jamais dit ni clairement, ni ouvertement. Mais le résultat, il sera toujours le même. C'est pour ça que j'ai la rage. Parce que j'ai suivi cette formation pour rien, alors que ma mère, elle se crève à faire des ménages pour ça. T'auras beau te casser la tête, il y aura jamais rien pour toi. À part si tu commences à faire le rebeu qui parle de citoyenneté et de république, qui blague blanc beurre et tout ça, là. Liberté, égalité, fraternité, tout le tralala, là. Ça, c'est du vent. Ce qu'il faut lire, c'est liberté, égalité, fraternité entre blancs et zéro musulmans. Quand on entend l'extrait du film de Philippe Faucon, La désintégration, qui met en scène cette discussion entre personnes d'origine maghrébine qui se sentent eux-mêmes, quand ils disent zéro musulman, ça veut bien dire qu'ils se sentent complètement exclus de la société, on se demande si le texte de Philippe Petit, qu'on a entendu juste avant, qui revenait sur ce terme de non-domination, ne tombe pas lui-même sous le coup de l'accusation d'idéalisme qu'il fait aux autres. C'est-à-dire qu'il y a toujours, pour ces personnes-là, une forme de domination qui est tellement constitutive qu'elle fait partie de leur identité et dont on ne peut sortir, dont ils ne peuvent sortir qu'en revendiquant quelque chose, qu'en étant dans l'affirmation d'une identité et pas simplement dans un combat contre une exclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi une définition positive de l'identité à revendiquer dans ce cas-là, avec la non-domination ne suffit pas forcément. Cécile Laborde. Alors dans la troisième partie de mon livre, donc sur l'idée de fraternité, d'intégration, j'essaie précisément de trouver un juste milieu entre l'intégration qui fait abstraction des différences, d'une part, qui est le modèle, disons, officiel du républicanisme, et d'autre part, un espèce de multiculturalisme qui a tendance à essentialiser et accentuer la différence, et qui, à force de faire ça, perd l'idée qu'effectivement, on fait partie d'une même société, et on est tous citoyens d'un même ensemble politique, économique et social. Donc entre les deux, j'essaie de donner un petit peu de chair à cette idée de non-domination qui reste très abstraite chez Petit. Et il me semble que s'il y a vraiment une forme de pouvoir arbitraire dans la société, c'est la discrimination sur base, ce que John Rawls appelait les bases moralement arbitraires, c'est-à-dire l'origine, la race, le genre, la sexualité, ce qui ne devrait avoir aucun impact sur la capacité à avoir un travail, et souvent ce qui pénalise. Donc c'est vrai qu'il y a un retour de stigmate, c'est vrai qu'il y a une réaction identitaire contre ce qui est perçu comme un déficit d'intégration de la part des institutions françaises, et pas seulement françaises d'ailleurs. Mais il me semble qu'on n'a pas vraiment fait le tour de toutes les manières qu'on pourrait avoir pour se battre contre la discrimination, sans toutefois réaffirmer les identités ou leur pertinence, c'est-à-dire ne pas donner des situations sociales ou des positions sociales à des gens parce qu'ils sont ceci et cela, mais essayer de faire en sorte que les emplois et les positions soient vraiment donnés sur une base méritocratique. Je pense notamment aux expériences du CV anonyme qui ont malheureusement été pas poursuivies avec beaucoup d'ardeur en France. Il me semble que vraiment une des façons de gérer cette question qui fait que si on a un CV qui vient du 9-3 ou un nom qui sonne un petit peu arabe, on a 20 fois moins de chances d'être invité à un entretien. Et c'est vrai que dans ces contextes-là, des choses simples comme les CV anonymes qui ne montrent ni l'origine ni le nom, les études ont montré que ça fait une grande différence sur les effets de discrimination. Et là, on n'est même plus dans la question de la laïcité, puisque là, c'est plus la religion dont il est question, c'est on va dire l'origine culturelle des individus. C'est plus la question de l'égalité que de la laïcité, là. Et le concept de laïcité m'intéresse parce pour moi, c'est d'abord une question de citoyenneté, et la citoyenneté va au-delà de la gestion de la différence religieuse. Donc, je crois qu'en France aussi, on se concentre beaucoup trop, on se focalise sur le religieux, l'identité, alors que le défi de l'intégration, c'est d'abord un défi politique, un défi économique et un défi social. Et donc vous parlez quand même d'intégration, c'est-à-dire que c'est l'idéal à atteindre là pour le coup, c'est une forme d'intégration au sein de la République. Voilà, moi je rejette d'une part l'assimilation culturelle qui fait qu'on n'est pas un bon Français si on boit pas du vin et si on mange pas de porc. Donc ça c'est l'assimilation, ça je rejette. Mais je rejette aussi un modèle, disons post-national, multiculturaliste qui dit
peu importe d'où tu viens, on est tous citoyens du monde, on est tous cosmopolites, etc. Ce qui c'est pas vrai, c'est vrai peut-être certains d'entre nous, mais la plupart des gens, ils ont un intérêt à appartenir à la communauté nationale parce que c'est leur communauté, c'est là qu'ils veulent être reconnus. Donc je pense qu'on a tous, ceux qui habitent en France, ont tous un intérêt à être reconnus comme Français et donc à être intégrés dans la communauté politique, économique et sociale de la France. Et je dis délibérément économique, politique et sociale pour dire que pour moi c'est pas du culturel, c'est pas l'identitaire. C'est d'abord une communauté de citoyens, communauté politique. Un grand merci à vous, Cécile Laborde, d'être venue nous parler aujourd'hui depuis Lille, le Palais des Beaux-Arts de Lille. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Français encore en effort pour être républicain. On le trouve aux éditions du Seuil. Et merci au public lillois qui a assisté à cette émission. Vous pouvez féliciter Cécile Laborde.